qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce constat? Il faut inviter les Juifs américains, au lieu de payer 70 000 $ par an à faire leurs études là-bas, il faut créer en Israël des programmes en anglais, il y en a déjà une petite quinzaine. Les gens peuvent faire venir leurs études en Israël, ça leur permet d'avoir une expérience israélienne, après avoir fait Taglit, après avoir fait différents programmes, et ils viennent en Israël, ils vont étudier 4-5 ans, peut-être qu'ils retourneront là-bas, peut-être qu'ils s'installeront en Israël, transformer cette crise en opportunité. Le plaisir d'être en ligne avec Dov Maimon, docteur Dov Maimon. Bonjour Boker Tov, Dov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je le dis tout de suite, on ne va pas vous cacher ça à nos auditeurs. Vous êtes actuellement à Bakou en Azerbaïdjan pour un congrès international sur le dialogue interculturel. Vous allez nous dire un mot sur ce congrès auquel vous participez actuellement. Mais nous vous avons effectivement sollicité parce que, en tant que chercheur émérite au sein du GPPI qui suit de près ce qui se passe dans les diasporas, dans les différentes communautés juives à travers le monde, eh bien, on voudrait avoir votre appréciation sur ce qui se passe dans les campus américains, à Sciences Po également à Paris, et comment votre institut, est-ce que par exemple aussi l'Agence juive entend d'entreprendre des mesures ou des initiatives visant à essayer de contrer, on va dire, toute cette offensive, cette campagne anti-israélienne, antisémite qui s'est développée ces derniers jours, ces dernières semaines dans les campus des prestigieuses universités américaines et à Sciences Po à Paris? Alors très bien Daniel, donc je vais d'abord donner un mot sur ce que je fais ici. D'abord ici ils ont réussi une opération incroyable parce que vous vous rappelez quand même que l'Azerbaïdjan quand même a fait un nettoyage ethnique de 100 000 Arméniens il y a à peine 2 ans. Donc et ici je viens à une conférence organisée par l'UNESCO, ICESCO, l'UNICEF. Ils ont invité 400 personnes, une ville complètement merveilleuse pour changer l'image. Donc ils ont réussi à changer l'image d'un pays qui était considéré comme un pays voyou, en tout à coup un pays qui est le cœur de la civilisation entre l'islam et l'Europe, entre l'Est et l'Ouest, entre le Sud et le Nord. Et il y a ici des centaines de chefs d'Iran, de tous les pays du monde. Ils ont réussi à avoir ce pays incroyable, des relations extrêmement fortes avec l'Iran et en même temps extrêmement fortes avec Israël. Ils adorent les Juifs, ils adorent Israël. Ils ont des bonnes raisons puisque c'est nous qui leur avons permis de gagner la guerre contre l'Arménie. Donc c'est très intéressant d'apprendre comment ils font leur image. Ce qui m'intéresse ici pour moi en particulier, c'est que je m'intéresse à savoir comment la guerre en Ukraine, la guerre de Gaza implique les relations des pays d'Europe face à Israël et au peuple juif. Et donc, dans ce cadre-là, c'est très important de voir comment ça se joue ici, comment on arrive à jouer, puisque évidemment, on est dans un monde global et tout ce qui se passe ici, en fait, c'est la suite. Ça veut dire que tous les pays aujourd'hui sont des choses qu'on a vues à Gaza, en fait, c'est quelque part un épiphénomène d'un phénomène beaucoup plus large qui est le phénomène de ces nouvelles puissances qui sont là et qui prennent tout à coup ce qu'ils ont envie d'attaquer. Ils attaquent l'Occident. Et donc, en attaquant l'Occident, le Gaza, en vérité, c'est le produit de l'Iran, du Qatar, de la Chine et de la Russie qui essaie de mettre à bas l'Occident qui a été dominateur au 19e et au 20e siècle et pour prendre sa place. Donc, et Israël fait partie, simplement, on attaque Israël parce que c'est plus facile. Quand on attaque les Juifs, on a évidemment tous les idiots utiles de la gauche, etc. Et ça nous relie immédiatement à ce qui se passe sur les campus américains. Évidemment, on est extrêmement inquiet puisque les Ivy League, c'est-à-dire les grandes universités américaines, ce qu'on voit aujourd'hui à Columbia, à Harvard et aussi au Texas et à UCLA, à Los Angeles, c'est les élites de demain, un peu comme on a en France, Sorbonne et Sciences Po. Donc, si ces gens-là deviennent anti-israéliens et anti-occidentaux, ils sont animés par la haine d'eux-mêmes et la haine de l'Occident. Et Israël est pour eux la pointe de ce qu'ils peuvent attaquer, puisque c'est toujours facile. Israël est toujours le ciment identificateur de énormément de gens autour de nous. C'est pas nouveau, ça fait déjà 2000 ans que ça dure. Donc, on sait que c'est quelque chose d'évident que les gens vont utiliser l'islam, l'antisémitisme instrumentalisé pour détruire Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et quels sont les enjeux? Il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a l'habitude de dire que les Juifs étaient peut-être un peu parano dans les universités. Ben non. Aujourd'hui, il y a un véritable risque. On a vu les Juifs et les professeurs de Columbia qui ont été interdits de rentrer. Et ils ont beau dire que c'est les sionistes dehors et on veut pas de sionistes ici. En fait, c'est les Juifs qui ne veulent pas. Et c'est-à-dire, ils peuvent dire qu'on est antisioniste. On va pas leur dire vous êtes antisémites puisqu'ils disent qu'ils sont antisionistes. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que les peuples juifs aient une souveraineté nationale. Il faut bien s'entendre à ce que ça veut dire. Il s'agit pas de 67, il s'agit de 48. Donc ils veulent pas d'État juif. Ils refusent aux Juifs leur souveraineté nationale. Et dans ce cadre-là, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que
c'est que de ce mouvement qui est ici a un impact sur la vie des Juifs, plus que les Juifs s'enferment dans leur chambre, s'enferment dans leur dortoir. Les centres Hillel ont été attaqués, c'est les centres Chabad ou Hillel ont été attaqués dans différentes universités. Donc les Juifs sont véritablement en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce constat? La question que vous nous demandez, Daniel, qui est la véritable question qui nous préoccupe, évidemment. Alors deux choses. Un, d'abord, c'est qu'on peut, je vais vous dire d'une manière vraiment un peu brutale, comme si je parlais maintenant au gouvernement israélien. Donc, je vous dis vraiment d'une manière sans prendre des gants. Et puis, les auditeurs de cette radio savent bien que on est entre nous, on essaye de dire les choses les plus importantes. La première chose, c'est d'abord de dire, il faut inviter les Juifs américains, au lieu de payer $70 000 par an à faire leurs études là-bas, il faut créer en Israël des programmes en anglais. Il y en a déjà une petite quinzaine, des programmes pour devenir avocat en Israël. Il y a des programmes de médecine, des programmes pour étudier pour la médecine. C'est-à-dire, les gens peuvent faire venir leurs études en Israël. Ça leur permet d'avoir une expérience israélienne. Après avoir fait Taglit, après avoir fait différents programmes, Massa, ils viennent en Israël, ils vont étudier 4-5 ans. Peut-être qu'ils retourneront là-bas, peut-être qu'ils s'installeront en Israël. Et c'est peut-être une opportunité de transformer cette crise en opportunité. Première chose en Israël. Donc, il faut développer des programmes dans toutes les universités israéliennes. Il y en a déjà à Ben Gurion, il y a à l'université hébraïque, il y en a à Rechman, à Herzliya, il y en a à Haïfa, il y en a à Tel Aviv, etc. Il y a des programmes, mais il faut encore et beaucoup plus. Donc ça, la première des choses, des programmes en anglais internationaux pour que les gens viennent ici et après ils retourneront, ils resteront en Israël. Mais de toute façon, ce sera des programmes internationaux qui seront une bénédiction pour le peuple juif d'une manière générale. Deuxième chose, pour les États-Unis elles-mêmes. On vient de voir passer aujourd'hui au Sénat une première loi qui est ce qu'on appelle le chapitre 6. Il y a une loi aux États-Unis qui dit que quand on a de l'antisémitisme dans une université, alors on arrête de les financer. On n'a pas le droit de financer quelqu'un qui est non inclusif et qui est raciste. Et donc ça, c'est un élément extrêmement fort. Ça veut dire qu'on peut interdire le financement public. Or, il n'existe pas d'universités qui n'ont pas de financement public. On a toujours de l'argent public d'une manière ou d'une autre, et on bloque l'argent public tant qu'ils n'arrêtent pas leur antisémitisme. Donc l'accusation d'antisémitisme n'est pas simplement un vœu pieux ou un travail d'influence, c'est un travail réellement de couper les fonds des universités. Donc, si on avait une chose comme ça, par exemple en France, ça nous permettrait de couper les fonds à Sciences Po et à la Sorbonne tant qu'ils n'arrêtent pas ces gens qui sont en vérité, qui sont financés et qui sont soutenus par des islamistes et qui veulent en vérité détruire l'Occident. Mais non, ce qu'on a surtout aux États-Unis et ce qu'on voit à Columbia, c'est des petits jeunes, des petits bobos, des jeunes bourgeois qui sont des révolutionnaires du dimanche. Et c'est facile d'attaquer les Juifs parce qu'ils sont sans défense. C'est des eunuques sans défense, disait Yosef Chaim Brenner. Ils sont des eunuques, ils n'ont pas de capacité de nuisance, et donc on va essayer de les buter, et puis ça nous permet de nous donner les côtés de Che Guevara, d'être des révolutionnaires du dimanche, et puis après on rentre à la maison, et puis on vit notre vie d'occidentaux blancs et wokistes de luxe, voilà. Donc c'est surtout ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact. Et on voit aujourd'hui, et le dernier point que je voudrais soutenir, Daniel, c'est qu'on voit aujourd'hui quelque chose de totalement nouveau, c'est qu'aux États-Unis, les Juifs se sont organisés. Donc on a un effet galvanisateur sur la communauté, où on a vu à Los Angeles et à New York des Juifs qui sont mis à organiser eux-mêmes leur organisation. Et ce qu'on voit, un mouvement qui était d'habitude qui disait rien sur tous les sujets politiques, rien sur le sujet d'Israël, c'était le mouvement Chabad, Lubavitch. Et on a vu ce matin, on m'a envoyé des vidéos, on voit le drapeau avec Mashiach qui est en train de se balader à Columbia et dans d'autres endroits en Israël, dans les télévisions américaines, où on me dit tout à coup, ça y est, les Chabad se sont mis et les gens de Esh HaTorah, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes, se sont mis, on a un rassemblement de tous les Juifs, en tout cas engagés, c'est-à-dire que ce soit ceux qui se disaient qu'ils n'avaient pas de position sur le sionisme, tout à coup qui se retrouvent finalement. On ne fait plus la différence entre sionistes et juifs aujourd'hui. Quand on est juif, on est par définition pro-israélien. C'est l'essentialisme qu'on voit dans le wokisme, etc. Voilà, je peux en parler encore beaucoup, mais je préfère attendre vos questions, Daniel, qui avez-vous une perspective plus générale de la question? Alors c'est intéressant parce que, d'abord, est-ce que le gouvernement, vous avez le sentiment, est-ce que l'agence juive a la capacité de pousser au développement de telles initiatives, comme par exemple le fait d'instaurer des programmes en anglais, des programmes qui seraient validés par les universités américaines pour des étudiants juifs qui pourraient venir donc faire leurs études en Israël, et comment on surmonte, on va dire, l'obstacle de la qualité de l'enseignement qui est incomparable, même si effectivement aujourd'hui on se demande comment des universitaires peuvent-ils enseigner dans des universités comme Harvard ou Columbia avec
avec une perception aussi wokiste de la situation au Proche-Orient, mais c'est la réalité finalement. Comment on peut compenser ici en Israël au manque de prestige de certaines universités israéliennes comme les universités de Jérusalem ou de Tel Aviv? Oui, alors vous avez raison évidemment, Daniel, que le budget, simplement le fonds d'investissement du MIT, de Massachusetts Institute of Technology, qui est l'équivalent du Technion israélien, est plus important que le budget entier de toutes les universités israéliennes en une seule université. Ça veut dire qu'il s'agit là-bas de financements énormes pour des centres de recherche qui sont 100 fois ou voire plus importants que les budgets qu'on a en Israël et qu'on n'aura jamais en Israël. Pensez simplement que l'université aux États-Unis coûte $100,000 par an. Donc en Israël, ça coûte 10 000 shekels. C'est quand même beaucoup moins important. Et donc, évidemment, on n'a pas les mêmes budgets. Maintenant, il faut savoir que comme chaque décision de ce type, c'est toujours une conjonction de facteurs attractifs, facteurs répulsifs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous pousser et d'autres qui vont vous attirer. Donc, on va avoir d'abord, c'est pas tous les juifs américains. On va pas avoir sur les 6 millions de juifs américains, parmi eux, 70% ont fait des études supérieures, voire des doctorats, etc. Donc, on a évidemment, tous ne veulent pas venir en Israël, mais il s'agit maintenant de doubler, tripler les programmes. Alors maintenant, il y a une volonté. Est-ce qu'Israël en est conscient? On a vu le discours de Netanyahou qui a dit clairement, il a dit, écoutez, ce qui se passe à Columbia maintenant, c'est pas contre les Juifs, et pas contre Israël, c'est contre l'Occident, c'est la haine de l'Occident. Évidemment, son analyse est absolument exacte. Elle est brève, mais elle est exacte. Ce qui se passe derrière, c'est, comme je l'ai dit en exergue de mon intervention aujourd'hui, c'est qu'il s'agit ici du Sud global qui essaye de s'organiser pour mettre dehors l'Occident. Donc, et on les comprend quelque part. Ils se disent, on est la 80% de la population mondiale et on est exploité par les 20% qui détiennent tout. Donc, il s'agit simplement de retrouver un équilibre normal. Et il s'agit, nous, par contre, Israéliens, on fait pas partie du Nord, on fait pas partie de l'Occident. La majeure partie des Israéliens sont d'origine séfarade, ou en tout cas de la région. Plus de 60% des Israéliens ont un grand-père qui vient de la région. La région, quand j'appelle la région, c'est du Maroc jusqu'au Pakistan. Donc on fait partie du Sud, on n'est pas des Blancs, on est des Sémites, on est des Asiatiques, on est des Africains, on est des gens qui viennent de tout ça. Donc et même les Juifs qui étaient en Europe aujourd'hui sont déjà installés en Israël comme partie, retrouver leur nation ancestrale et notre patrie ancestrale. Donc on fait partie de ce Sud-là et on appartient à finalement ce grand mouvement qui dit qu'il faudrait réévaluer le rapport entre l'Occident et l'Orient. Donc, par rapport à Netanyahou qui dit attention, c'est contre l'Occident qu'ils attaquent. Ça, c'est quelque chose que les gens, tant qu'on parlera que c'est contre les Juifs, ils disent, les Juifs, c'est pas notre problème. Par contre, si on arrive et on dit que le problème, et en vérité, c'est contre l'Occident, c'est la haine de soi. Alors, si on a des élites qui sont dans la haine de soi, ils vont se suicider parce que le plus grand nettoyage ethnique, évidemment, qui existe aux États-Unis, ça a été contre les Indiens, contre les Native Americans. Donc, il est évident que c'est contre eux-mêmes. À un moment, ils vont s'en rendre compte. Ils ne peuvent pas sans arrêt projeter sur les Juifs sans se rendre compte qu'eux-mêmes ont été des plus grands colonisateurs au monde. Nous, on n'est pas des colonisateurs. On est parti pour 2000 ans en Airbnb. On est revenu chez nous. Il y a des gens qui sont installés. Donc, on a un autre récit narratif. Mais ils n'ont pas de ce genre de récit narratif. Ils sont obligés de dire, on est des Européens qui sont venus s'installer sur la terre d'un autre peuple, qu'on les a chassés, les Géronimo, on les a d'abord repoussés, et ensuite on les a écrasés, soumis et détruits. Et on les a tués. Donc, ils ont un vrai problème avec eux-mêmes qu'ils aient nous projeter sur nous-mêmes. C'est toujours pareil. La grande différence avec ce qui s'est passé il y a 80 ans ou en 1939, c'est qu'aujourd'hui, Israël a une capacité de dissuasion. Pas besoin de vous le dire. On comprend tous qu'on n'est pas dans la même situation. On a quand même quelque part où aller. On a quelque part où avancer. Et c'est ici, les Juifs américains peuvent se monter au créneau contre eux. Et ça, c'est très bien parce qu'on ne le voit pas en France. Vous avez vu l'article de Serge Klaesfeld qui appelle les Juifs à s'armer. C'est déjà de 1897. C'était Moshe Hess qui appelait les Juifs à s'armer. Il va falloir que les Juifs s'organisent eux-mêmes. On peut compter sur nous-mêmes. Justement, je voulais vous demander, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire là aujourd'hui, là vous nous avez expliqué donc le niveau au niveau global de l'impact, mais vous nous aviez dit à de multiples reprises sur cette antenne que le judaïsme américain s'éloignait directement d'Israël au cours des dernières années, qu'il se repliait sur lui-même ou qu'il s'émancipait totalement. Est-ce que finalement aujourd'hui ce genre d'événements comme ceux qui se sont produits à Columbia
sont de nature à redynamiser une forme d'identité juive au sein du judaïsme américain, de peut-être d'encourager des juifs pas seulement à venir étudier en Israël, mais peut-être aussi à faire leur alia. Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de ce type? Voilà, comme nous disait Nathan Sharansky, l'antisémitisme a toujours un effet polarisateur. Une petite partie va être vers l'entre-soi, et une grande partie vont essayer de moraliser, diminuer leur profil juif, vont se dire nous sommes des juifs anti-israéliens, pro-palestiniens, mais même eux finalement se font jeter en disant vous n'êtes pas vraiment suffisamment pro-palestinien, vous n'êtes pas suffisamment pro-Hamas. Alors qu'un juif quand même s'il n'est pas complètement, on lui a pas lavé le cerveau, il comprend quand même que ce que fait le Hamas le 7 octobre, c'est pas un acte de résistance. Donc on va avoir des juifs qui vont aller dans le camp inverse, et on va avoir une partie des juifs qui vont être rattrapés par leur identité. C'est ce qu'on a vu le 7 octobre. On en a déjà parlé, mais je vais le redire ici encore plus clairement. Bon, ce qu'on a toujours vu, c'est que il y a une phrase qui se dit dans le monde ultra-orthodoxe qui dit quand les juifs ne vont pas kidouche, alors le goy fait la havdalah. Vous savez, le kidouche, c'est le début. Quand les juifs ne veulent pas se sanctifier et reconnaître lui-même qu'il est juif, c'est le goy qui va le rejeter, qui va lui fermer, qui va lui empêcher l'entrée dans les universités, alors que lui voulait fuir son judaïsme, il a voulu fuir Brooklyn, mais c'est Brooklyn qui ne l'a pas quitté. Vous voyez, donc cette histoire-là, ça c'est, je vous parle comme un rabbin, là maintenant je vous parle plus vraiment comme un chercheur, mais pour vous dire, il semblerait qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable. On est rattrapé par notre identité. Les juifs ont voulu dire nous n'avons rien à voir. Vous vous rappelez qu'à Rosh Hashanah, les 100 rabbins réformés aux États-Unis ont écrit une lettre à Netanyahou disant nous voulons plus faire la bénédiction pour l'État d'Israël. Nous sommes deux peuples, nous n'avons rien à voir avec cet État qui est de plus en plus nationaliste, patriotique, fasciste, etc., suivant leurs termes, bien entendu. Et nous voulons être un peuple de diaspora. Nous sommes des diasporiques, nous ne voulons plus avoir, nous voulons renoncer à notre droit du retour, renoncer à la loi, la LIA, etc. Ok. Et puis, vient le 7 octobre, 3 semaines plus tard, et là, il se retrouve qu'on est tous dans le même bateau. Un peu comme s'il y avait une main invisible, mystique qui nous dirigeait, qui disait, les Juifs et ces rabbins se sont mis à faire la bénédiction parce qu'ils ont compris, on est tous dans le même bateau. Donc, oui, il se passe quelque chose, un phénomène extraordinaire, on dirait presque mystique. Vous voyez, le peuple juif qui n'entend pas la voix du chauffard, du bon chauffard qui l'appelle à rentrer à la maison, et comme si Dieu leur disait, vous n'avez pas voulu entendre les voix d'appel, et ben vous entendez des facteurs répulsifs, vous allez entendre des gens qui vont vous dire, on veut plus de vous ici. Et heureusement que la Providence a voulu qu'on ait aujourd'hui un autre endroit où aller, mais on est tous dans le même bateau. Ce qui peut arriver aux États-Unis, si demain les élites évidemment sont aux mains de ces groupes sionistes, voire antisémites, alors évidemment ce sera une menace énorme pour le peuple juif. On a vu, mais on va reprendre quand même sur les statistiques. Vous avez vu le rapport Harris sûrement qui nous dit que 53%, vous l'avez sûrement cité, donc je ne voudrais pas vous donner, mais 53% des jeunes pensent qu'il faudrait que le Hamas puisse même, et qu'on devrait peut-être même d'être 40% qui disent qu'il faudrait détruire l'État d'Israël, mettre à la place un État palestinien, des gens qui ne savent même pas où est l'État d'Israël, ils ne savent pas du tout, ils se disent pas qu'est-ce qui va se passer avec ces 7 millions de juifs qui habitent ici. Non, ils se posent pas la question, pour eux c'est simple, on a les bons et les méchants, les Israéliens c'est les méchants, donc c'est des gens, des révolutionnaires du dimanche qui ont des visions extrêmement simples. Et par contre 80% des Américains, eux, pensent qu'Israël doit rentrer à Rafah, Israël doit rentrer à Rafah et finir le ménage. Donc on a quand même un décalage générationnel où il faut faire très très attention. On est en situation extrêmement délicate. On l'a bien compris. Alors être sur le qui-vive. On l'a bien compris. En tout cas, bien entendu, donc c'est justement ce réveil identitaire qui pourrait donc être provoqué par cet antisémitisme aux États-Unis. Eh bien, on le constate aussi peut-être aussi dans la réalité israélienne, de ce qui fait une trame de plus entre le judaïsme de diaspora et le judaïsme en Israël. Merci beaucoup, docteur Dov Maimon, d'avoir été avec nous ce matin, en direct de Bakou en Azerbaïdjan, pour nous parler donc justement donc de ce forum auquel vous participez, assez impressionnant, et également donc de solutions à apporter à la crise actuelle sur les campus américains. Merci beaucoup Dov d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.